Bonjour à tous et bienvenue sur Cocotte TV, je suis Sébastien et aujourd'hui on va vous présenter une carte mère particulièrement haut de gamme puisqu'on la trouve vers les 1200 € en boutique. Il s'agit de l'Asus ROG Crosshair X670E Extreme. Et vous allez voir, pour ce prix là, elle est particulièrement complète. Alors comme vous pouvez le voir, la carte est entièrement noire, c'est assez classique chez Asus, c'est un style très courant avec le gros logo en plein milieu en bas. Mais surtout, vous ne manquez pas de rater les deux écrans qu'on va retrouver sur les dissipateurs, celui d'en haut à gauche et celui d'en bas, plutôt au milieu. Et bien sûr, vous ne manquerez pas de remarquer les deux dissipateurs qui possèdent des écrans, donc celui de gauche avec un style pixel art et celui d'en dessous avec un vrai écran qui va donner des informations sur les températures et autres. En dessous, vous avez deux énormes dissipateurs, enfin trois même, trois énormes dissipateurs dont les deux, celui du haut et celui de gauche, sont reliés. Et c'est vraiment une pièce en métal complète qui va vraiment jusqu'au bord du panneau arrière. À droite du socket, nous avons les slots DIMM pour les barrettes de RAM. Elles sont données pour être compatibles jusqu'à 6400 MTS. Mais bon, on se doute évidemment qu'on va pouvoir aller bien au-delà, et même probablement au-delà de 7500 si on le souhaite. En dessous, on trouve deux ports PCIe Gen 5 X16. Ces deux ports partagent leur ligne PCI. Donc si vous branchez deux éléments sur chacun des ports, chaque port fonctionnera en X8 et non pas en X16. Mais ils ne partagent pas ces lignes seulement entre eux, ils les partagent également avec un port M2 qui est ici. Nous, c'est pas forcément un choix qu'on aurait fait, que les deux lignes ici partagent leurs lignes, ça nous pose pas de problème, mais le port M2, si c'est pour brider la ligne ici, dans la condition où on veut mettre seulement une carte graphique, c'est vraiment dommage parce que c'est un port que peu de gens utiliseront du coup. Nous on aurait tout simplement préféré un port M2 Gen 4 indépendant. On a également un troisième port PCI Express juste ici qui est au format Gen 4 X4. En plus du port M2 dont on parlait avant, on en retrouve un autre juste ici qui lui aura bien ses lignes et qui sera indépendant et il est bien au format Gen 5 ici. Deux ports M2 forcément c'est un peu léger, c'est pourquoi Asus a prévu d'en ajouter deux autres via un adaptateur qui est fourni dans le bundle qui s'appelle le ROG Gen Z2. Le voici. Il vient se brancher juste ici, comme ça, et vous allez pouvoir ajouter deux SSD NVMe en plus. Il y a un port Gen 5 et un port Gen 4. Donc jusqu'ici nous sommes à 4 ports M2 en tout sur la carte, mais Asus propose une dernière solution pour en ajouter encore un, en ajoutant dans le bundle un adaptateur PCIe 5 Express. On regrette peut-être une chose, on aurait trouvé ça sympa que cet adaptateur soit tout simplement une carte RAID. De plus, nous avons également un port pour Waterblock juste ici. De plus, nous avons également un port pour Waterblock jusqu'ici, auquel on peut voir juste à côté deux ports pour des sondes thermiques. Pour la lumière, pour le RGB, on va retrouver un port RGB juste ici et un port ARGB juste là. À savoir que là, il y a également deux autres ports ARGB, mais ils ont un format propriétaire qui appartient à Asus et sur lequel on va pouvoir brancher le ROG Fan Controller, donc un hub RGB, mais également un hub fan. Et donc qui va permettre d'ajouter 6 ports RGB en RAM, alors je dis RGB mais c'est ARGB, et également 6 ports ventilateurs. On continue avec les ports USB. On va retrouver deux ports USB 3.2 Gen 2 de type C. Le premier est ici et le second ici, là, juste derrière la petite barre en métal. Ensuite on a deux ports USB 3.2 Gen 1 que l'on retrouve ici sur la tranche de droite. Et pour finir, on a deux ports USB 2.0 sur la tranche du bas, juste ici. Côté SATA, on aura 6 ports juste ici. Pour la détection des pannes, on va accumuler l'affichage numérique est juste ici et également 4 petites LED pour pouvoir débugger tout ça.
Et on a également cette zone ici qu'Asus appelle le Pro Belt, hein, qui va permettre de prendre les tensions de la carte. On enchaîne avec la partie du bas qui est sûrement la plus intéressante. Pour commencer avec les deux boutons BCLK plus et BCLK moins qui sont juste ici et qui vont permettre d'augmenter le BCLK à chaud en fait directement depuis Windows. Hein. Donc ça permet de tester nos overclocks et voir si on peut pousser plus loin sans repasser par le BIOS. Juste droite, on voit pas très bien mais on a un jumper, on a le jumper LN2 pour activer le mode LN2. Et juste en dessous du jumper, on a l'OSC Sense Header qui va permettre de brancher le True Voltation et donc de monitorer les voltages du CPU. On a ici l'altération mode switch. C'est un switch qui va vous permettre de basculer l'InPCIe en Gen 5 ou en Gen 4. Juste à droite, vous avez le bouton RSVD qui est réservé aux techniciens d'Asus. Donc a priori, il n'est pas fait pour être utilisé. Juste ici, vous avez le slow mode. Le slow mode va permettre de ralentir le CPU. Supposons que vous ayez fait un overclock assez extrême et que vous n'arriviez pas à démarrer. Vous activez le slow mode qui va brider le CPU. Vous allez pouvoir aller dans Windows et ensuite vous réactiverez, vous supprimerez le slow mode pour basculer vers vos réglages. C'est typiquement pour faire des overclocking extrêmes. Hein. Juste ici, vous avez le bouton VLATCH qui, une fois activé, va demander à la carte mère d'enregistrer les vraies valeurs des tensions du V-Core. Juste ici, c'est le bouton Retry. On s'en sert quand on a fait des réglages un peu extrêmes, qu'on n'arrive pas à démarrer, mais qu'on veut quand même refaire une tentative avec les réglages qu'on avait appliqués. Juste là, vous avez le BIOS switch, en fait, hein, parce que la carte est équipée de deux BIOS, et vous allez pouvoir basculer de l'un à l'autre en fonction de vos envies ou vos besoins. Et pour finir, juste ici, on a le bouton Save Boot, qui est un bouton qui va vous permettre de redémarrer la carte mère avec les réglages de base, hein, un peu comme un reset, mais contrairement au reset, vos réglages sont toujours dans le BIOS et vous pourrez reprendre où vous en étiez, quoi. On termine avec le panneau arrière. Tout en haut, on va retrouver un bouton pour flasher le BIOS et un autre pour reset le BIOS. Ensuite, on va retrouver 4 ports USB au format type C. Le premier est au format USB 3.2 Gen 2. Les deux suivants sont au format USB 4, hein, donc ils vont pouvoir fournir du 40 Gb par seconde. Et ensuite, on a un port USB 3.2 Gen 2 X2, qui est toujours format type C, hein, qui fournira du 20 Gb seconde. Et à droite, on va retrouver 8 ports USB 3.2 Gen 2. Pratique, hein, on n'a pas d'USB 2.0, donc on ne se posera jamais de questions, on est toujours systématiquement sur du 3.2 Gen 2. Pour la partie réseau, on a un port Ethernet contrôlé par une puce Intel pour un débit de 2.5 gigabits. Et on a également une puce Marvell Action qui contrôle un port 10 gigabits ici. Juste ici, on va retrouver les connecteurs pour l'antenne Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2, le tout sous le contrôle d'une puce Intel AX210. Et pour terminer, on va retrouver pour l'audio les connecteurs jack, dont est également un port SPDIF, juste là. Donc voilà, la présentation est terminée. Nous vous conseillons d'aller poursuivre tout ça en allant lire le test directement sur le site de Cocottland. Et vous retrouverez le lien dans les commentaires juste en dessous.